Agathe Veil est directrice déléguée de la communication chez Emeria, ex-Foncia Group, qui va bientôt devenir leader mondial de l'immobilier. Et oui, rien que ça. Alors avec Agathe, nous avons évidemment discuté de son job de directrice déléguée à la communication de cette très très belle entreprise, mais aussi d'une partie beaucoup plus personnelle. Je n'en dis pas plus, vous découvrirez par vous-même. Enfin, nous avons discuté de sa relation avec Frédéric Fougera, le directeur communication d'Emeria, qu'elle côtoie depuis bientôt 15 ans. Sachez, chères auditrices et auditeurs, que j'ai énormément apprécié discuter et échanger avec Agathe. J'espère donc que vous y prendrez autant de plaisir que moi. D'ici là, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify et à nous laisser un petit commentaire très sympathique. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous souhaite une très très bonne écoute en compagnie d'Agathe Veil, directrice déléguée de la communication d'Emeria. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Agathe. Salut Laurent. Comment ça va ? Super. Alors merci à toi de m'accueillir chez Emeria. Je t'en prie. Je commence à avoir mon petit rond de serviette entre Fred Fougera, le DIRCOM de la maison que l'on salue. Salut Fredo. Salut Fred. Nadjet, la Furia du 95. Salut Nadjetto. Et le prince Fawaz que l'on salue bien bas. Mon petit Fawazou. Et ben voilà. Alors, aujourd'hui Agathe, on va parler d'un sujet qui est un petit peu touchy. C'est la première fois que je fais ce genre de choses-là. Puisqu'on va parler tout simplement de ton orientation sexuelle et intime. Mais on va parler avant tout quand même de la professionnelle, parce que le décodeur de la communication, ce n'est pas de la psychologie, bien au contraire, c'est parler quand même de métier de communication. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, à nos auditrices et auditeurs, nous dire ce que tu fais chez Emeria, s'il te plaît? Je suis directrice de la communication déléguée du groupe Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels. Et mon travail, il est très simple, il consiste à écouter et à traduire. Alors félicitations, je ne savais pas que tu étais traductrice. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Parce que ce directrice communication, on sait tous ce que c'est. Mais le fameux délégué, qu'est-ce que c'est concrètement ? Puis après, on va rentrer dans écouter et traduire. Et ça, je trouve que c'est très très bien parce que tu es la première personne qui me dit ça. Et je ne fais que dire dans mon métier de communicant du côté agence que mon job, c'est de comprendre, écouter, traduire. C'est exactement ça. Alors délégué, ça veut dire quoi ? Délégué, ça veut dire qu'il y a un DIRCOM d'Emeria qui s'appelle Frédéric Fougera, qui est mon patron depuis une quinzaine d'années, qui lui pilote l'ensemble de la communication. Moi, je suis délégué, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'attributions. La communication externe, la communication réseaux sociaux, la communication corporate, un certain nombre de sujets. Par contre, il y a aussi au sein de la direction de Fred un directeur de la communication interne, une directrice de la presse. Moi, je suis délégué à certaines tâches. Entendu, donc, tu as quand même beaucoup de responsabilités ici. Un certain nombre. C'est du lourd. C'est compliqué parfois. J'imagine bien. J'imagine bien. Si je te demande une de tes journées type, je sais qu'il n'en existe absolument aucune, et évidemment, mais qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Parce que tu viens de nous donner ces 3 grandes tâches. Il y a une grande équipe chez Emeria en termes de communication, parce que c'est une 30aine de personnes, m'avait dit Fred. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Alors effectivement, tu as raison, il y a évidemment aucune journée type chez Emeria, mais d'une façon générale, je pense dans les métiers de communicant et de DIRCOM, il y a vraiment pas une journée type. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est à la fois guidé par toute la stratégie, le plan de communication qu'on met en place pour atteindre des objectifs stratégiques. Donc c'est du travail de long terme, mais c'est aussi ponctué en permanence et de plus en plus de nos jours par la notification permanente, les notifications permanentes, les crises permanentes sur notamment les réseaux sociaux et l'enflammement des réseaux sociaux. Donc il n'y a pas vraiment de journée type. Après, d'une façon générale, comme les attaques sur les réseaux sociaux sont très récurrentes, finalement, ça commence à devenir une routine. Les crises commencent finalement à devenir une routine. Donc, on peut parler quand même de journée type. Voilà, donc moi, mon travail, c'est d'animer toute mon équipe pour animer ce plan de communication, pour le mettre en branle, pour mettre en place des dispositifs de communication avec toute mon équipe. Ok, alors tu viens de dire ce que tu fais, mais alors tu ne fais pas que travailler sur le périmètre français, parce qu'il y a aussi, quelque part, l'internationalisation, je vais y arriver, de la maison. C'est aussi une de tes fonctions ou je me trompe ? Alors effectivement, c'est aussi une de mes fonctions et de plus en plus ça va le devenir parce que Emeria va devenir
dans très peu de temps leader mondial des services immobiliers résidentiels en septembre 2022. Et donc on va de plus en plus vers une internationalisation, qui est un mot pas facile à dire. Merci à toi. Je me suis énormément entraîné. Et donc effectivement une coordination internationale qui va être une nouvelle attribution que je vais avoir dans mes différentes tâches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dans les différents pays les différentes marques du groupe Emeria, c'est une vingtaine de marques quand même, Emeria, très connue sous le nom de Foncia en France, qui est la marque commerciale la plus connue, mais finalement présente aussi en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, sous différentes marques. Et donc il y a des services communication, des directions communication dans différents pays. Donc il va falloir effectivement animer ces communautés internationales, partager les bonnes pratiques, échanger avec eux, échanger sur les objectifs stratégiques de l'entreprise et voir comment est-ce qu'on peut ensemble les atteindre. Donc ça veut dire un boulot de fou. Ça veut dire probablement énormément de boulot encore, oui. Mais alors, est-ce que tu vas réussir à avoir un peu une vie perso, Agathe? Oh oui, j'ai une vie perso énorme, bien sûr. Alors en fait, la réalité, c'est que quand on devient DIRCOM et qu'on a notamment les réseaux sociaux dans ses attributions, on est d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, j'ai des gens formidables avec moi, Paul Lamoureux, mon responsable médias sociaux, et Fawaz Mama, qui est chargé de mission réseaux sociaux, et qui sont formidables et qui nous épaulent beaucoup avec Fred. Mais bon, on est sans arrêt en astreinte au cas où il y a le problème, mais ça ne m'empêche absolument pas d'avoir une vie perso. D'ailleurs, on ne répond pas le soir, on ne répond pas le week-end, sauf en cas de crise évidemment majeure sur un sujet majeur ou avec un influenceur majeur. Mais on se laisse une énorme liberté personnelle et un équilibre très fort vie pro vie perso, sinon on pète un plomb. Je te comprends parfaitement. Et puis Fawaz nous avait dit justement que le week-end, il fallait que les gens comprennent, les internautes, en tout cas les gens sur Twitter par exemple, où ça tire vraiment à balles réelles, puissent comprendre que oui, vous avez aussi une vie, et que vous êtes des êtres humains et non pas des robots. Hein. Exactement. Et puis on éduque mal les gens si on commence à répondre sans arrêt. Quand je dis les gens, c'est d'une façon générale, et les internautes, et l'interne, etc. On peut pas non plus, parce que nous, on peut pas répondre forcément sur les réseaux sociaux tout seul, puisque ça concerne en général les clients, et ça concerne en général les problématiques terrain. Donc nous non plus, on ne veut pas solliciter les gens du terrain, c'est un dimanche matin, alors qu'ils ont autre chose à faire. C'est la fête des mères, on est au lit et ses enfants nous amènent un cadeau, on n'a pas spécialement envie de recevoir un message du siège qui demande une explication immédiate. Il faut aussi que les gens effectivement comprennent, et nous on en fait partie, que les clients d'une façon générale comprennent que tout le monde a le droit à une vie perso et que les choses se règlent aux heures de travail, du lundi au vendredi, sauf en cas, je le disais, de crise majeure. Évidemment, on laisse personne dans la merde s'il y a vraiment une crise évidemment majeure qui se déroule sur le terrain. Mais là, c'est plus une crise de communication finalement, c'est une crise business. Hein, Ce que j'allais dire, c'est une crise d'entreprise, tout simplement. Donc là, tout le monde est sur le pont. Voilà. Ça fait 15 ans que tu travailles avec Fred. À l'époque, tu sortais des études, si je ne dis pas de bêtises, ou quasiment. Tu étais jeune diplômé, comme on dit. Exactement. Tu as fait donc plusieurs entreprises, plusieurs secteurs. Aujourd'hui, avec l'immobilier, petite question qui est toute bête, est-ce que tu connaissais ce secteur auparavant? Alors, on le connaît tous parce qu'on sait tous ce que c'est que l'immobilier, parce qu'on a tous des maisons, des appartements, Dieu merci, pour la plupart d'entre nous. Mais est-ce que tu connaissais ce secteur et est-ce que tu as pas eu un petit peu peur lorsque tu t'es dit, finalement, j'y connais peut-être pas grand-chose? Qu'est-ce que je vais faire là-dedans, si je puis dire? Alors, je connaissais pas du tout le secteur de l'immobilier, sauf j'en étais sûr. Sauf ce qu'on en sait. Non, ça m'a pas fait peur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je connais Fred depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble. C'était même plus qu'à la sortie de mes études, puisqu'en fait, je l'ai connu pendant mes études. Il était conférencier dans mon école. Et j'ai kiffé, j'ai trouvé cool, j'ai trouvé intéressant. Donc je suis allée le voir et je lui ai dit, est-ce que t'aurais pas un stage? Vous auriez pas, monsieur, un stage pour moi? Donc il m'a effectivement proposé un stage, tout en me disant qu'il n'y aurait aucune opportunité de travail. C'était la dernière année de mes études. Un stage dans son entreprise à l'époque qui était Géoservice du groupe Schlumberger, qui est un leader mondial des services pétroliers. Donc j'y suis allée et effectivement au bout de mon stage, il m'a dit finalement je te propose un job. Donc ça c'était cool. Donc j'ai envie de dire j'ai commencé par travailler dans le pétrole. Autant dire qu'un métier, un milieu que je ne connaissais absolument pas, qui me paraissait très hostile, très masculin, assez macho. Donc finalement, j'ai commencé un peu par le dur, puis après on a travaillé ensemble dans l'ingénierie informatique. Moi, je sais pas faire une addition, donc compliqué. Ensuite, on a bossé dans tout ce qui est cantine scolaire, cantine d'entreprise, restauration d'aéroports, d'autoroutes et de gares.
Et maintenant dans l'immobilier, moi c'est pas le secteur qui me fait peur. Je pense que et c'est pas inintéressant de se dire ça, c'est que la plupart des fonctions support, il faut qu'elles s'intéressent au travail, il faut qu'elles s'intéressent au sujet, etc. Mais finalement, nous, métier de communicant, ce qui est important, c'est que justement on arrive à être au contact du terrain, comprendre ce que et traduire, c'est ce que je disais tout à l'heure, comprendre et traduire ce que auprès des clients qui eux ne connaissent pas le monde de l'immobilier. Les clients par exemple de Foncia, ce sont des gens qui habitent dans des maisons, qui habitent dans des copropriétés, mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le langage jargonneux, donc peu importe si moi je le connais ou pas, justement je vais aller au contact des gens dont c'est le métier, qui sont des experts chez nous, essayer de comprendre et traduire auprès de nos clients. Alors ce que tu me dis là, je le partage totalement, Agathe. Sauf que tu ne trouves pas qu'en France, on a plutôt tendance à mettre les gens dans des cases, à savoir que si jamais un jour tu recherches un travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je le dis à tous les chasseurs de tête, mais si jamais un jour tu cherchais un boulot, on va se dire, mais tiens, cette nana, elle a fait Elior, Altran, Schlumberger, ouais. La Schlum, et aujourd'hui Foncia. Emeria aussi. Emeria, pardon, autant pour moi. Pas grave. Honte à moi. Et aujourd'hui, Emeria, beaucoup de gens vont se dire, mais c'est un petit peu disparate. Alors qu'aux États-Unis, tout le monde s'en fout de ce genre de choses-là. Tout le monde a tendance à te dire, est-ce que tu comprends le secteur, est-ce que tu comprends le métier? Évidemment, les clients, les attentes et voilà, une petite étude du marché te fait comprendre les choses et bien évidemment de ton entreprise. Et tout roule parce que notre job, c'est pas d'être un spécialiste de tout, c'est de comprendre les choses et comme tu le disais toi-même, traduire. Oui, je suis d'accord avec ça et je sais pas du tout comment ça se passe aux États-Unis et très honnêtement, le monde du travail en France, je peux pas dire non plus. En revanche, ce dont je suis persuadé, c'est que de plus en plus, les entreprises recherchent pas que des hard skills, quoi. Il y a des études qui le disent d'ailleurs. On a commencé à s'intéresser aux soft skills, tout ce qui était des qualités humaines. Et maintenant, les entreprises s'intéressent à ce qu'on appelle les mad skills. Donc, c'est carrément ce qu'on a pu faire ailleurs, complètement différent. Les erreurs de parcours dans notre jeunesse qui font que, en fait, on peut apporter quelque chose d'autre. Et on est partenaire depuis très longtemps parce que Philippe Salle, le président d'Emeria, il est président de l'association Cancer at Work, qui est une super association et qui vise justement à mieux inclure les personnes atteintes de cancer dans le monde du travail. C'est pas une association de levée de fonds, c'est une association qui accompagne justement pendant la maladie, l'inclusion au travail, le retour au travail, etc. Et Anne-Sophie Tuzinski, qui est la fondatrice, elle a lancé il y a quelques années un truc que je trouve formidable, c'est une compétence qui s'appelle Fighting Cancer, que je trouve absolument génial. Et c'est ça dont je parle. C'est vraiment la mad skills, comme on dit maintenant. C'est de se dire que, ok, en plus, dans mon parcours professionnel, ouais, j'ai un trou de 2 ans parce que j'ai combattu le cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis combative. Ça veut dire que j'ai le sens de la vie. Ça veut dire que j'ai de l'enthousiasme. Enfin, un certain nombre de choses qui font que j'ai une compétence en plus que personne n'a. Une compétence qui part de quelque chose de dur, de négatif, d'un accident de la vie, mais qui finalement peut être transformée comme chose positive. Donc moi, je suis persuadée que de plus en plus, et en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse dans le monde d'entreprise, et s'il y a jamais un jour je cherche un boulot, ce qui n'est évidemment pas le cas, moi, ça m'intéressera aussi en face d'avoir une entreprise qui est à l'écoute de ce genre de choses et qui est à l'écoute d'une personnalité, d'un parcours plus chaotique, plus particulier. Moi, je suis persuadée de ça. Je déteste rentrer dans une case, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas du tout comme ça. J'aime rigoler, j'aime dire ce que je pense. Donc, ouais, je sais pas comment fonctionne le monde de l'entreprise en France et le monde du recrutement vraiment, mais moi, je suis persuadée en tout cas. Je continuerai toujours à être comme ça parce que je suis persuadé que c'est intéressant d'avoir des parcours un peu particuliers. Et d'ailleurs, je recrute comme ça aussi. Ah, je te comprends parfaitement. Et puis ma boîte s'appelle Maverick. Donc un Maverick, c'est celui qui n'en fait qu'à sa tête. Rien à voir avec notre ami Tom Cruise, parce qu'on me pose toujours la question. Mais je comprends parfaitement. Et quant à tout ce qui est problématique de cancer, malheureusement, j'ai connu ça dans mon agence. Donc, et malheureusement, la personne n'a pas gagné cette saloperie, la guerre contre cette saloperie. On va parler de choses extrêmement personnelles maintenant, Agathe, si tu le veux bien, parce que, à titre personnel, je suis d'origine antillaise, ce qu'on appelle la diversité. Ça ne se voit pas nécessairement, mais la diversité, ce n'est pas que les histoires de couleur de peau. C'est aussi les orientations sexuelles. Alors, on peut le dire, tu aimes les femmes? On peut le dire. Félicitations, nous avons déjà ce premier point commun. Mais pas touche, hein. Chacun son... Chacun son nana. N'importe quoi. N'importe quoi, ils sont fous, ces gens. Voilà. Justement,
Aujourd'hui, avec le mois des fiertés, le 17 mai dernier, c'était la journée de la lutte contre l'homophobie, la transphobie, lesbophobie. Il y a 15 ans, ce genre de choses-là n'existait pas. C'était l'ultime tabou de parler de ce qu'on fait dans sa chambre. Et je trouve absolument formidable qu'aujourd'hui on puisse parler de ça et qu'on n'ait pas les mêmes colibés qu'il y a 20 ou 30 ans, ou j'ose même pas imaginer il y a 50 ans, où on se faisait traiter de pédé, de gouine ou je sais pas quoi, comme on se faisait traiter de bougnoul ou de nègre dans l'entreprise. Ce que je trouve absolument abominable. Comment toi, en tant que rôle modèle chez l'autre cercle, qui est une association, comment toi tu as vécu ça? Parce que tu en parles très librement, c'est ce que tu me disais, ça te pose aucun problème, mais tu me disais que tu as eu des micro-attaques, des gens qui t'ont taclé de manière pas très très forte, mais quand même assez désagréable. Comment tu as vécu ça? Et puis après il y aura une question de ma fille qui a 10 ans, qui est extrêmement personnelle, qui s'appelle Alice, mais je te laisse commencer par ça. Comment tu as vécu ça? Tu en as parlé? Tu as fait un coming out en entreprise? Alors il y a plein de questions dans ta question et c'est très intéressant. Alors d'abord je le vis bien maintenant, je l'ai pas forcément bien vécu il y a 15 ans. D'ailleurs j'ai eu un vrai déclic il y a 15 ans. Justement dans le milieu du pétrole, j'étais en déplacement au Texas et j'ai dîné avec des Texans. C'était très sympa et la soirée était un peu arrosée et ils ont commencé à raconter leurs femmes, leurs chiens, leur vie et me poser des questions. Et je me suis rendu compte pendant tout le dîner que j'ai vraiment louvoyé à essayer de pas utiliser des pronoms. Voilà, j'avais quelqu'un à l'époque. Voilà, je disais exactement ça. J'ai quelqu'un, cette personne, enfin des choses comme ça. Voilà, louvoyer vraiment tout le repas pour ne pas dire que c'était une femme, parce que voilà, milieu, je disais très macho, très masculin. Moi, probablement, je me mettais des barrières. Hein. Ils m'ont rien dit d'homophobe. Hein. Je aucune idée de leur conviction. Et je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel et je me suis effondrée en sanglots. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça. C'est 70% de mon temps, ou je sais pas, 60% de mon temps de travail. Je peux pas toute ma vie me cacher, c'est pas possible. Dès le lendemain, j'ai décidé que non, moi je m'assumerais, il n'était pas question que je me cache, en fait, j'ai eu honte d'avoir honte. J'ai eu honte d'avoir honte ce soir-là. Je me suis dit, c'est pas possible. Et je me suis dit, dès le lendemain, on peut pas être ce qu'on montre pas. On ne peut pas être ce qu'on montre pas, donc il y a un moment, il y a une responsabilité à avoir. Moi, je sais que j'ai eu aussi beaucoup de soutien de ma famille, j'avais pas de problème de discrimination personnelle, donc je me suis dit, ok, il faut que tu te relèves les manches et il faut que tu sois bien dans tes baskets et bien dans ta vie. Et donc, j'ai décidé à partir de ce moment-là de l'assumer. J'aime pas trop le mot assumer d'ailleurs, parce que comme s'il y avait quelque chose à assumer, mais en tout cas, voilà, de le dire. Et ça me fait rebondir sur ta question sur le coming out. En fait, moi, j'ai jamais fait de coming out en entreprise. Je l'ai fait à titre personnel, avec des anecdotes un peu rigolotes, mais je l'ai pas fait en entreprise en fait, parce que moi, j'ai toujours, à partir de ce moment-là, ça a été plus ou moins difficile, ça a été un parcours un peu compliqué. Hein. Au début, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure quand je le disais, etc. Mais quand on me posait la question, et toi, ton mec ou t'as quelqu'un, ou etc. Je répondais très simplement, oui, je suis avec machin, enfin, peu importe, un nom féminin. Que je cacherai pour laisser incognito. On la salue quand même. On la salue tout de même. Et on l'embrasse. Mais voilà, donc je disais très simplement, c'est Julie, ou je ne sais quoi. Je dis pas, oui, j'ai quelque chose à dire, en fait, non, c'est pas un garçon, c'est une fille. Voilà, pas du tout. Je disais très simplement les choses. Donc pour moi, ça, c'est pas un coming out, c'est naturellement, j'ai dit comme ça. Au début, c'était compliqué, puis finalement, c'est devenu de plus en plus simple. Ce qui était drôle, c'est qu'au début, les réactions, et peut-être que c'est l'époque, peut-être que c'était la façon dont je le disais, etc. Et c'est de moins en moins le cas. Au début, les réactions, c'était ah pardon, je savais pas. Mais voilà, c'est une époque, c'est probablement la façon dont je le disais. Je devais être un peu rouge et un peu tremblante avec la voix. J'en sais rien, peu importe d'ailleurs. Et c'est ce genre de réaction-là. Et au fur et à mesure de ma vie professionnelle, j'ai pris plus confiance en moi au fur et à mesure de l'évolution de la société, etc. Et tu me parlais aussi de mini-discrimination dont je te parlais tout à l'heure. Effectivement, moi, j'ai pas l'impression d'avoir vécu de forte discrimination. C'est terrible, il n'y a pas d'échelle de valeur sur les discriminations et sur la violence qu'on peut subir dans ce genre de cas. Mais en revanche, des micro-attaques, des micro-discriminations tout au long de ma vie, et ça m'arrive toujours. Oui, typiquement, je savais pas, c'est une micro-discrimination. Typiquement, je sais pas, moi par exemple,
avoir un formulaire de mutuelle à remplir quand tu arrives dans une entreprise et qu'il y a marqué Madame Agathe Veil et qu'ensuite il y a marqué nom du conjoint, Monsieur machin, c'est une mini-discrimination. C'est pas très grave, mais c'est une accumulation de choses qui sont un peu des mini-violences et qui font qu'on se sent pas intégré, qu'on se sent pas normal. Et moi, je sais qu'à titre personnel, je suis assez équilibré dans ma vie. Comme je le disais, j'ai la chance d'avoir des amis, une famille qui m'ont vraiment accueilli, bras ouverts, donc sans problème, et de pas avoir d'insultes dans la rue, de vivre dans un monde où je me sens pas discriminé au jour le jour. Mais ces mini-choses-là, au fur et à mesure de la vie professionnelle, etc., ça attaque quand même, et c'est assez difficile. Tu le vis mal aujourd'hui, en prenant, entre guillemets, un peu d'âge? Non. Mais tout le monde n'a pas ni le même entourage, ni les mêmes armes, ni la même personnalité, ni aussi le même environnement professionnel, parce qu'il faut pas oublier que moi je suis aussi, et je le remercie et je l'embrasse au passage, avec un super patron, Fred Fougera, que j'adore. On est très très complices depuis des années, on bosse hyper bien ensemble, et qui lui-même a été rôle modèle, et qui lui-même est un grand défenseur. Il est parrain de SOS Racisme, il est au comité du refuge. C'est quelqu'un qui est très 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 impliqué contre les discriminations en général, pas que les discriminations liées à l'orientation sexuelle, les discriminations en général, et qui crée un environnement de travail aussi très sain, très ouvert, et donc je ne me suis jamais senti mal, je me suis toujours senti très protégé là-dedans. Ça aide évidemment à se sentir bien. Après, moi, à titre individuel, je me sens très bien dans ma vie, j'ai rien à cacher, j'ai pas de honte, je n'ai plus du tout de honte par rapport à ça. Mais ça veut dire que tu en as eu une, malgré tout? Oui, bien sûr. Bien sûr. La première, c'était la honte d'avoir honte, mais bien sûr qu'on a une honte, parce que je pense que, j'en sais rien moi, mais je pense que quand on se rend compte qu'on est différent, tu parlais tout à l'heure au début de discriminations visibles qui sont liées à la couleur de peau, qui sont épouvantables et qui doivent te marquer depuis ton enfance. Il doit marquer les gens qui ont une couleur de peau minoritaire, discriminée, qui doivent les marquer depuis leur temps d'enfance. Quand on est homosexuel, c'est pas écrit sur notre gueule. Et même nous, on le sait pas tout de suite. Enfin, je veux dire, quand j'imagine qu'un enfant qui a 5 ans qui est noir, il doit se rendre compte qu'il est noir. Moi, les 5 ans, je ne savais pas ce que c'était que la sexualité, comme beaucoup d'enfants de 5 ans, j'imagine. Donc on sait pas, et on sait pas ce que ça veut dire. Et puis, moi, quand j'ai découvert que j'étais attiré par les filles, je me suis rendu compte, j'ai post-rationalisé, on va dire. Parce que finalement, j'avais 12, 13, 14 ans quand on commence à avoir des premiers émois. Mais je me rendais pas compte de ce que ça voulait dire. On ne voyait absolument pas de représentation ni homosexuelle et encore moins lesbienne dans les films, dans les bouquins, etc. Très peu, en tout cas, moi j'y avais pas accès. Donc on se rend pas vraiment compte de ça. Donc la discrimination, la prise de conscience, pardon, de qui on est, de cette discrimination-là, elle est complexe. Donc on a honte parce qu'on ne sait pas ce qu'on est et on n'a pas de modèle. C'est pour ça que les rôles modèles sont très importants pour moi. Et justement, j'allais rebondir sur ce que tu dis. Tu n'avais pas de rôle modèle? Il n'y avait pas des Best Ditto? Pour prendre le groupe... Qu'on embrasse. Que je surkiffe. Il n'y avait pas ces rôles modèles à l'époque. Ton job de rôle modèle chez l'autre cercle, qu'est-ce que c'est très concrètement? Alors le job de rôle modèle l'autre cercle, concrètement, c'est vraiment se mettre en avant... justement le fait d'être une femme DIRCOM lesbienne pour montrer que c'est possible. C'est se rendre visible pour montrer et à son équipe et aux gens en interne qu'en fait c'est possible et qu'on peut très bien le vivre et on peut le devenir. C'est vraiment un rôle de représentation pour montrer que c'est absolument atteignable, faisable et que c'est pas un problème. Est-ce que tu as des gens qui t'ont contacté en sachant que tu étais rôle modèle? Ils se sont dit, Agathe, j'ai besoin de ton aide parce que j'ai du mal à en parler au sein de l'entreprise ou même dans ma vie personnelle, faire mon coming out. Pas spécialement sur le sujet rôle modèle de l'autre cercle, mais j'ai une anecdote quand même qui est intéressante. C'est que je lui ai demandé si j'avais l'autorisation d'en parler avant. Donc j'ai dans mon équipe une graphiste, Jo, que j'embrasse et que je salue. On embrasse beaucoup de gens aujourd'hui. Oui, mais c'est ça, le décodeur de la communication, ce n'est que de l'amour. Donc bonjour Jo. Que de l'amour sur tout le monde. Qui est donc graphiste et dans mon équipe. À la fin du processus de recrutement, je la contacte, je lui dis tu peux revenir, etc. J'avais décidé de l'engager. Et je lui ai dit, au détour d'une conversation,
voilà, on a commencé à parler de choses perso un peu pour un peu voir si le feeling il est là en plus des compétences, etc. Et puis je lui dis comme ça, sans m'en rendre compte, je lui parle de ma compagne, du week-end qu'on a passé avec ma compagne. Et donc voilà, la conversation se passe très bien. Je lui propose le job, elle l'accepte. Et en fait, quelques mois plus tard, elle est venue me voir en disant, je voulais te dire un truc, j'étais vraiment soulagée quand tu m'as dit ça. Parce que c'est la première fois, elle a travaillé dans des agences, elle est assez jeune, donc elle n'a pas une expérience professionnelle absolument incroyable, mais enfin elle a travaillé quand même dans plusieurs agences. Mais c'est la première fois qu'elle travaille dans un groupe, avec cette idée de l'entreprise, à la papa-maman, très poussiéreuse, etc. Et en fait, le jour où je lui ai dit ça, elle a dit, le moment où tu m'as dit ça, je me suis sentie soulagée et je me suis sentie accueillie. C'est pas une solidarité de communauté, c'est pas on est lesbienne donc on s'entend bien, donc on est potes, pas du tout. C'est je sais que on a le droit d'être lesbienne dans cette entreprise et qu'on a le droit de le dire et que j'aurai le droit d'être qui je suis. C'est un bon exemple de ce à quoi ça sert d'être de modèle et de montrer que qui on est à 100%, quoi. Les autres personnes, je parle pas de ton service communication que tu co-diriges avec Fred, mais les autres personnes chez Emeria savent que tu es lesbienne? J'en ai pas fait la pub. C'est dommage, c'est une bonne idée de campagne de com. Non, mais j'en ai pas fait la pub, mais oui, à travers mes différents déplacements dans le réseau, sur le terrain. Quand j'ai parlé aux gens, je parle de façon très ouverte. Donc, certains le savent, d'autres le savent pas. Et je n'ai jamais subi la moindre discrimination, alors, en tout cas devant moi. Mais je ne crois pas. Non, on s'entend très bien avec les gens, il n'y a aucun problème. Ce que je trouve tout à fait normal, quelque part, l'orientation sexuelle. C'est bien qu'on en parle. Moi, je trouve ça absolument fondamental parce qu'on est ce qu'on est. C'est pas la peine de se cacher. Tu me disais que tu avais tout à l'heure eu honte au Texas d'avoir eu honte. Et je peux parfaitement le comprendre. Et je trouve ça justement très bien que ce côté rôle modèle te permette de dire les choses très clairement. Comme ça, c'est le meilleur moyen de ne plus en parler. Et d'en finir avec un truc qui peut potentiellement gêner X, Y ou Z, et à commencer par soi-même. Donc ça, je trouve ça formidable. J'ai une question de ma fille Alice, 10 ans. Qu'on embrasse. Ah, que j'embrasse évidemment, puisque c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Ma naine en short, puisque ma fille adore porter des shorts dès qu'il fait chaud. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est ainsi. Elle me dit, est-ce que tu t'es fait embêter, Agathe, lorsque tu as dit que tu étais homosexuel, que tu aimais les filles, que tu étais lesbienne? Tu t'es fait embêter dans ta vie? Très peu. Je me suis très peu fait embêter. Ça m'est arrivé de me faire secouer dans la rue en me tenant la main de ma compagne, secouer dans le sens oral, avec des remarques pas très agréables, des gouines, enfin bon, voilà, des choses comme ça. C'est jamais agréable, mais globalement j'ai quand même eu beaucoup de chance et j'espère en avoir encore, et parce que moi j'ai fait pour le coup un coming out dans ma famille et ça s'est extrêmement bien passé. Ça a été même assez perturbant parce que on s'en fait tout un monde quand on parce que les parents, on a été élevés dans l'idée du papa, de la maman, d'avoir des enfants, puis quand je l'ai dit à mes parents, l'idée d'avoir des enfants en étant homo, c'était pas l'époque. Maintenant, ça devient de plus en plus normal, attendu, compris, etc. Mais à l'époque, ça m'avait même pas traversé la tête, et je pense que mes parents non plus. Bon, j'ai quand même été élevé de façon très traditionnelle, avec des parents super formidables, très tolérants, mais voilà, l'angoisse terrible est montée, de me dire ça va être compliqué de leur expliquer ça, etc. Donc je vais chez eux toute seule. Je passe une après-midi super sympa, on rigole, etc. Je m'entends très bien avec mes parents. Et au bout d'un moment, je me dis ok, je vais y aller. Je prends des détours de l'enfer. C'est très compliqué, etc. Et je leur dis, parce qu'en fait j'ai rencontré quelqu'un, et je leur dis bon bah les parents, j'ai quelque chose à vous dire. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un et je suis très heureuse, etc., etc. Et voilà, et c'est une fille. Et là, ma mère fait ah ouais super, et elle fait quoi dans la vie? Je fais bon d'accord, si ça choque personne, excusez-moi, n'importe quoi, les gens sont fous, donc vraiment genre rien à foutre, c'était formidable. Et j'ai une autre anecdote avec ma grand-mère, et là ça c'était merveilleux, donc c'était la seule, celle de mes grands-parents qui restait, avec qui je m'entendais très bien, et elle c'était génial parce que je lui ai dit quelques années plus tard, mais j'avais envie de lui présenter ma compagne, vraiment très envie. D'ailleurs, ils se sont super bien entendus. Et ma grand-mère, je vais la voir, je fais pareil, des circonvolutions dans tous les sens, autre génération, donc encore plus compliqué. Je me dis, bon, ça va être compliqué. Et donc, je lui dis, exactement la même chose, j'ai rencontré quelqu'un, c'est une fille, j'espère que ça va pas te choquer, etc. Et elle me fait, ouais. Et ton frère, il me dit quand qu'il est homo? Donc bon.
C'était génial. Elle est merveilleuse. Moni, ma grand-mère. Je l'adore. Elle est super. Voilà, donc j'ai eu cette chance-là. J'ai pas été très embêtée. Donc Alice, tant mieux. Je pense que le monde change. Je pense que la lutte continue, que ça dépend des milieux, ça dépend des époques, des familles, de plein de trucs. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. En tout cas, moi, je n'ai pas été, à titre personnel, très embêtée. Eh bien, écoute, c'est une excellente chose. On a eu une très grosse parenthèse perso et merci d'avoir parlé aussi librement de qui tu es, tout simplement, Agathe. Parce que ça, c'est super important. J'ai une question qui me vient vis-à-vis du couple que tu fais avec Fred. Ça fait 15 ans que vous travaillez ensemble. Tu l'as connu au berceau, si je puis dire. Je peux plus le supporter. Voilà, tout Soyons honnêtes. Ça se voit, vous êtes une personne entre vous deux dans le bureau. Dans le bureau commun que vous partagez. Comment ça se passe? Parce que tu es sa déléguée, si je puis dire, la dire comme déléguée. Tu es son bras droit, j'ai envie de dire, en 2 mots. On peut appeler ça de la manière qu'on veut. Mais en tout cas, tout le monde a compris l'image. Comment ça se passe? Vous avez besoin de vous parler ou est-ce que vous n'avez finalement plus besoin de vous parler parce que ça fait 15 ans que vous pratiquez? C'est extrêmement intéressant, ça, cette relation-là. Alors, c'est très compliqué parce que c'est vraiment du feeling à expliquer. Mais oui, on a une complicité professionnelle incroyable, une complémentarité dingue. On se comprend. J'ai la faiblesse de croire que je sais à maintenant anticiper ce dont il a besoin, ce qu'il voudrait, comment ça se passe. C'est vraiment un duo incroyable qu'on forme. C'est difficile à expliquer. Je sais pas exactement comment te dire ça, mais c'est vrai qu'on se comprend, on se complète. C'est vraiment ça. Il y a, on s'engueule jamais. Il me saoule et je le saoule de temps en temps. Enfin, je veux dire, c'est normal, hein. Mais on s'engueule jamais. Ouais, on se marre, mais qu'est-ce qu'on se marre ensemble. On travaille hyper dur, hyper sérieusement, mais sans se prendre du tout au sérieux. Je pense que on a vraiment cette complicité, cet humour et ce sens de la joie, de la rigolade, du plaisir, et qui nous permet vraiment de passer des périodes compliquées, très très compliquées. On en a vécu, mais on est hyper soudés. J'ai confiance, il a confiance. Je pense que c'est énorme et c'est très rare. Ça s'est bâti au fil du temps, mais je pense qu'on a eu un feeling assez rapide. C'est fou, hein, c'est un peu reniflé et compris très vite. Pourtant, on est vraiment très, très, très différents, quoi. Mais je pense que c'est ça la clé du truc, c'est que, je vois que tu ris à l'image de renifler. C'est tout à fait métaphorique. Je préfère rassurer. Poétique. Les auditeurs que j'embrasse, d'ailleurs. Trop aimable à toi. Mais justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ce tandem que vous formez, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment besoin de vous parler. En effet, vous êtes très, très différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, c'est comme dans un couple. Quel est l'intérêt d'avoir un clone avec soi? Pas à titre personnel, je trouve que ça n'a aucune espèce d'intérêt. Et la complémentarité fait qu'on va beaucoup plus loin. La fameuse synergie, 1 + 1 = 3. J'adore parler marketing. C'est extraordinaire. C'est vrai, dans mon cas, c'est plutôt 1 + 2 = 3. J'ai un petit peu pris de poids, mon frère. Écoute, on ne parlera pas de ça. Tu n'as pas mangé les croissants. Tu n'as pas voulu manger les croissants. Je suis très déçu à titre personnel. Mais bon, bref, sachez-le, chers auditrices, chers auditeurs, je suis venu chez Emeria avec des croissants parce que nous sommes tôt le matin lorsque nous enregistrons. Et Agathe m'a dit pour la première fois de ma vie, écoute, je fais un peu attention. Alors qu'elle a une taille de sylphide. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ainsi. Bref. Je suis extrêmement magnifique. Absolument. Sachez-le. C'est dommage que ce soit enregistré parce que le visuel est génial. Absolument. Bon. La salopette de madame est absolument sensationnelle. Et je ne parle même pas de sa marinière qui me fait penser à une magnifique chanson que ma fille adore. Alors je ne sais plus ce qu'on allait dire, Agathe. Je n'ai plus aucun souvenir et nous sommes partis dans des digressions à cause de toi. Pauvre France. La France va extrêmement mal. Je tenais à le dire. Bref, Agathe, oui, j'ai une question. Quel conseil tu donnes à un jeune ou un moins jeune qui veut travailler dans les métiers de la communication? Quel conseil je donnerais à un jeune qui veut travailler dans les métiers de la communication? Quelqu'un qui est intéressé par la communication. Moi, j'ai donné quelques cours de temps en temps, des conférences, etc. Très peu, mais un peu. Et j'en ai rencontré pas mal des jeunes étudiants qui étaient intéressés. Et souvent, les jeunes sont intéressés par les marques, par ce qu'ils appellent les belles marques, par les Apple, par le monde du luxe. Et en fait, je leur dis souvent, je pense que vous devriez vraiment réfléchir à l'intérêt de ce qu'on vous propose, l'environnement de travail, plutôt que les paillettes d'une marque qui vous fait rêver. Tu es en train de me dire que finalement, les belles marques, le luxe, etc., c'est très bien, mais on est parfois que un tout petit maillon dans la chaîne.
Est-ce que finalement les marques qui sont de prime abord moins connues, par exemple les marques B2B, puisque tu as travaillé à la Schlumberger, ce sont des marques où il y a aussi beaucoup de choses à faire, on est d'accord. C'est peut-être moins glamour de prime abord, bon, surtout le pétrole, et tu n'y connaissais pas grand-chose, tu l'as avoué. Ça aussi, ça peut être aussi intéressant pour des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui veulent se lancer dans la com. Aller travailler dans une marque où il y a tout à faire. Tu es d'accord avec moi ? Complètement d'accord avec toi, c'est une opportunité incroyable. Et moi, je sais que j'ai énormément appris et que j'ai pu avoir des postes à responsabilité importants en étant jeune. Et juste sorti des études parce que justement j'ai choisi plus un patron qu'une marque et qu'une entreprise, mais j'ai absolument pas choisi par l'étincellement d'une marque. Je veux dire, quand j'étais chez Géoservice Groupe Schlumberger, j'étais responsable de la communication interne, j'avais 25 ans, d'un groupe présent dans 53 pays. C'est moi qui pilotais tout ça toute seule, enfin avec Fred évidemment. Mais voilà, je pense qu'il y a peu de gens, et je le sais parce que dans mon école, ça a été le cas, peu de gens qui ont des responsabilités aussitôt sur des comme ça. Pourquoi ? Parce que j'ai pas du tout choisi on va dire à la marque et à la gloire de la marque, quoi. Et je pense que c'est vraiment très intéressant. J'ai appris énormément. On se démerde tout seul. On doit tout construire de ses mains. T'as absolument raison là-dessus. Ça, c'est hyper intéressant. Ça m'est arrivé plusieurs fois et c'était le cas quand je suis arrivé chez Emeria et notamment sur la marque Foncia. Ça a été le cas, en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer. C'est pas forcément dans le B2B. Mais en fait, quand on est arrivé, la com était complètement au niveau zéro. Malgré la très forte notoriété de Foncia. Ouais. En fait, la com avait été abandonnée depuis quelques années. Donc, il y avait un souvenir énorme de, publicitaire, notamment, du sponsoring, du bateau, avec Michel Desjoyaux, du Vendée Globe. Donc il y avait quand même ce souvenir-là. Il y a évidemment plus de 500 agences qui ont pignon sur rue, donc évidemment ça fait de la notoriété de marque. C'est une marque assez connue, mais finalement le service communication était au point mort. Donc il a fallu tout reconstruire. Et ça c'était très intéressant, tout reconstruire en termes d'humains, reconstruire une équipe, avoir confiance, une équipe diversifiée, une équipe qui fonctionne bien ensemble, et puis évidemment comprendre la stratégie, l'entendre, imaginer une stratégie de communication, les grands thèmes de communication, voir les points de crispation de nos clients, du marché, des journalistes, et puis voilà, tout réinventer. Quand je suis arrivé, je vous donne juste un exemple, j'ai demandé à la personne qui était là, mais qu'on avait mis malheureusement à la com sans être une communicante, ça c'est terrible, que du coup les précédentes directions avaient vraiment détruit, donc ça c'était très dur à voir, mais je lui ai demandé la charte graphique, et elle m'en a donné 12. La charte graphique de Foncia m'en a donné 12. Oui. Donc, bon. Tout est dit. Tout est dit. Il fallait tout reconstruire et ça, c'est vraiment passionnant. Et je suis pas persuadée quand on travaille chez Apple, et je n'ai rien contre Apple. Voilà. Quand on est chargé de com chez Apple France, je pense pas qu'on ait la possibilité de tout reconstruire et de tout imaginer. On est vraiment un maillon dans la chaîne et un exécutant. Et ça peut être intéressant, hein, mais je pense que c'est moins formateur. Je pense en effet qu'on apprend beaucoup dans ces très grandes marques mondialisées, ces très grandes multinationales, mais qu'à un moment, mettre les mains dans le cambouis, c'est la meilleure des manières d'apprendre. Et je crois que oui, quand on passe en agence aussi, c'est une très bonne manière d'apprendre. Moi, je suis passé pas très loin d'ici chez Publicis, c'était très bien, mais j'ai réellement appris le métier dans une plus petite structure. Et maintenant, 12 ans, ça fait 12 ans que je suis chez moi, donc je suis plus heureux des hommes, parce que c'est bien aussi d'être propriétaire de sa propre agence. Mais bon, ça c'est une autre paire de manches. J'ai une dernière question pour toi, Agathe. Elle est pas facile. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier ? Rire. Bon, eh bien écoutez. C'était pas compliqué. Pas du tout été compliqué. En général, j'ai toujours je réfléchis. Eh bien non, pas du tout. Alors félicitations. Prendre du plaisir, je dirais plutôt d'ailleurs. Tu as tout à fait raison, on a la chance de faire un métier absolument formidable. On ne descend pas la mine, ça on le rappelle. Et c'est un vrai métier, néanmoins. C'est pas juste du bleu, du rouge, du vert ou 12 chartes graphiques pour la charte graphique. C'est un vrai métier avec tout ce côté stratège. Donc je te remercie d'avoir rappelé ça. Merci d'avoir parlé de toi de manière aussi libre. Avec grand plaisir. Un plaisir partagé. Tu reviens quand tu veux dans le décodeur de la communication. Pas pour nous parler de ce que tu aimes dans ta vie personnelle, mais d'autres sujets. Tu es plus que la bienvenue.
Je te remercie Laurent, c'était très très agréable cette conversation. Eh bien, je ne peux pas en dire autant pour ma titre personnel, c'était très désagréable. C'était très nul. Et la prochaine fois, au lieu de ramener des croissants, tu ramèneras de la charcuterie, du fromage, c'est sympa. Eh bien écoute, tu ne crois pas si bien dire. Sur un des derniers hors-série, mon ami Jean-François Gradin, que je salue et que j'embrasse, eh bien nous a ramené de la rosette. À la bonne heure, bonne rosette à tous et bon dimanche. Sous vos applaudissements. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une jeune femme formidable. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Agathe, DIRCOM déléguée chez Emeria, qui nous a parlé de sa vie perso, qui nous a parlé de sa vie professionnelle, du duo qu'elle fait également avec Fred Fougerin. Alors, évidemment, si vous avez envie de la contacter, est-ce qu'on peut la contacter? Te contacter, madame, sur LinkedIn? Absolument, sur Twitter, LinkedIn. Je réponds plus sur Twitter que sur LinkedIn, d'ailleurs. C'est vrai que tu n'es pas très LinkedIn, hein. Je suis pas très LinkedIn. Il y a énormément... En fait, je suis sur LinkedIn, bien sûr. Je publie, je partage. Mais il y a beaucoup trop de sollicitations commerciales dans les DM. Donc, j'ai un peu abandonné de lire mes messages privés sur LinkedIn. Mais sur Twitter, je suis là et je réponds. Eh bien voilà, donc vous savez, vous la contactez donc en DM, parce que le DM n'existe pas sur LinkedIn, ce qui veut tout dire. Les DM, c'est très Twitter. On sent que c'est une tweetos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a le camp Twitter, il y a le camp LinkedIn. Je suis du camp LinkedIn, je n'ai pas honte de le dire. Bon, en tout cas, quoi qu'il advienne, contactez Agathe. Je suis sûr qu'elle va vous apporter énormément de choses et qu'elle vous le dira avec sa candeur et son naturel et son sens du rire absolument, qui n'est même pas improvisé, que c'est une seconde nature. Mais non, trêve de plaisanterie. 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Et encore une fois, merci encore à toi Agathe, c'était absolument génial. Merci Laurent et bon appétit. En vous remerciant. Ciao, ciao.